Oh, je suis profondément légaliste et républicaine. Si je me retrouve encore entourée de 10 personnes avec des cagoules et des mitraillettes qui me disent « suivez-moi », je pense que je les suivrai, oui. Voilà. Avant de parler de votre incarcération à Nkondengui, revenons sur le film de votre arrestation. Il se peut que vous vous cachiez. De quoi? Vous avez peur qu'on vous arrête immédiatement? Alors, le jour où j'ai été arrêtée, non. Ouais. Quand est-ce que j'ai eu peur d'être arrêtée? Le surlendemain du jour où j'ai été blessée. Quand on m'a tiré, voilà, quand on m'a tiré dessus. Le 28 janvier, quand j'ai appris que Célestin Djamène et d'autres avaient été enlevés de leur lit d'hôpital pour être transférés au CED, là j'ai eu peur qu'on m'arrête parce que j'avais déjà des informations sur les conditions d'incarcération des gens qui sont pensionnaires du CED et que j'avais plusieurs blessures très profondes et que je n'avais pas envie de me retrouver au fond d'un cachot pendant une durée indéterminée sans accès à des médecins avec des blessures profondes. À ce moment-là, j'avais peur d'être arrêtée. Après, pendant plusieurs semaines, je suis restée cachée parce que j'étais en train de me faire soigner. J'ai pu constater d'ailleurs que j'avais du mal à trouver des personnes disposées à m'accueillir. Mais surtout, j'ai été informée par mon mari, avec qui j'étais restée en contact, que je ne faisais l'objet d'aucun mandat d'arrêt, que je n'étais pas recherchée. Et comment est-ce qu'il le savait? Parce que les renseignements généraux qu'il avait convoqués à des entretiens lui avaient confirmé qu'on ne me cherchait pas. Donc j'avais toutes les raisons de ne pas avoir peur d'être arrêtée, de ne plus avoir peur de me cacher. Au moment où je sors donc de mes différentes cachettes, non, je n'ai pas peur d'être arrêtée parce que théoriquement, en tout cas, personne ne cherche à m'arrêter pour quelque raison que ce soit. Voilà. Et maintenant, parlez-nous de votre accueil par vos co-détenus dans votre cellule, puisque vous étiez, en plus de vous, vous étiez 8. Oui, moi y compris, on est arrivé à 7, 8, oui, ça variait. Extraordinaire. Je sais pas si elle me regarde, je les salue pour celles qui sont encore là. Je ne vais pas les citer, mais elle sait qu'elles sont dans mon cœur. Je trouve que cet accueil a été extraordinaire d'humanité et de gentillesse, de solidarité. Je crois que dans les conditions les plus difficiles, parfois, vous voyez les êtres humains autour de vous révéler ce qu'ils ont de meilleur. J'ai été extrêmement bien accueillie par les femmes, j'ai été extrêmement bien accueillie aussi par les hommes, même si les contacts que j'avais avec les hommes étaient très limités, compte tenu des conditions d'incarcération. Ils ont quand même, quand je vois par exemple ceux qu'on appelait les anglophones, mais Julius Ayuk-Tabé, Fidelis, Dr Cornelius, Wilfried Tassang, ce sont des personnes qui se sont montrées d'une grande gentillesse, qui m'ont prêté des ouvrages, qui ont partagé leur nourriture avec moi, qui ont prié avec moi, donc j'ai été vraiment très bien entourée par mes compagnons d'infortune. Jusque-là, vous étiez la fiancée du peuple? Ah, je sais pas, à ce moment-là, je sais pas. Je crois que l'expression est née un petit peu après, il me semble. Jusque-là, j'étais simplement un prisonnier du président, c'est comme ça qu'on nous appelait. Voilà. Est-ce que pendant votre séjour en Nkondengui, vous avez eu l'occasion de goûter au repas pénal? C'est-à-dire à... Le fameux conchap. Voilà. Ah non, je ne l'ai pas goûté. Mais non, je ne l'ai pas goûté. Pourquoi? J'ai la chance extraordinaire d'avoir un mari extraordinaire qui a veillé à ce que je puisse continuer à être nourrie de manière décente. Ouais. Alors, entre le ménage, la cuisine qui se faisait sur du feu de bois, oui, ou alors tout à fait. La lessive, quel était votre moment favori à Nkondengui? Le milieu de la nuit, parce que c'était calme. Le matin, parce que c'était des moments où je pouvais lire. J'avais par exemple entrepris de lire la Bible depuis le début. Je suis une chrétienne plus ou moins pratiquante, en tout cas élevée dans une tradition croyante, avec des parents profondément croyants. Et je connais la Bible parce que j'ai fait le catéchisme. Alors le catéchisme, je crois que ça s'appelle pas tout à fait comme ça parce que je suis protestante, mais j'ai suivi. Voilà.
la catéchèse, et donc j'ai suivi cet enseignement dans ma langue maternelle d'ailleurs, ce dont je suis très fière. Et puis, donc, je croyais la connaître, mais de commencer à la lire depuis la première page m'a fait redécouvrir le sens de la foi, le sens du message à travers les siècles de différentes personnes croyantes. Et pour moi, donc, les moments dont je garde un bon souvenir jusqu'à présent sont ces moments-là où je pouvais me recueillir. Voilà, vous aviez un téléviseur pour vous toutes. Est-ce qu'il vous arrivait de discuter de la télécommande? On n'avait pas un téléviseur pour nous toutes en prison. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est celui qui peut se la payer. Donc, il y a des téléviseurs que vous pouvez avoir en location. C'est celui qui peut se permettre de louer la télévision qui en a une. Donc, on ne se disputait pas la télécommande parce que quand même, on partage. Et que j'essayais, c'est aussi une manière de gérer les conflits, de faire en sorte qu'il y ait une utilisation, enfin, que les gens puissent les autres puissent regarder aussi ce qui leur plaisait de temps en temps. J'étais plus libre dès lors qu'on a fermé les portes. De toute façon, chacun doit être dans son lit ou presque, parce que les cellules sont tellement exiguës que il y a presque pas moyen de faire autre chose. Mais donc à ce moment-là, je peux regarder ce que je veux. Donc, on n'a pas de raison de se disputer. Vos cochambriers ont-elles eu le privilège de vous découvrir votre talent d'artiste musicienne, vous qui aimez bien le titre Souffrance d'amour de Bendeka? Alors, elles m'ont entendu chanter. Maintenant, ce que je sais, c'était agréable aux oreilles. Il faudrait leur demander. Elles m'ont entendu chanter parce que, oui, c'est vrai que j'aime bien ça. Ouais. On peut s'essayer pour elles qui vous suivent. Alors, déjà, je ne me souviens pas du tout de ce que c'est Souffrance d'amour. Vous allez peut-être entonner si vous voulez. Mais bon, et puis bon, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas forcément le cœur à chanter ces jours-ci. Okay. Voilà. Pourquoi avez-vous eu un instant derrière les barreaux pensé à vos enfants, à votre époux? Vous avez 4 enfants, dont une fille. Ils vous ont manqué certainement. Oui, énormément. Ouais. Énormément. Bien sûr que j'ai pensé à eux. Et j'ai trouvé qu'ils avaient été là aussi vraiment extraordinaires. Je trouve que c'est un privilège d'être entouré par des personnes pareilles. Sincèrement. Chacun d'eux a eu des épreuves dans la vie. Chacun de mes enfants a eu des épreuves dans la vie. Et je trouve qu'ils font face à... Et le fait que je sois enfermée brusquement après qu'on m'ait tiré dessus, qu'il l'ait vu à la télé, était une épreuve supplémentaire. Je trouve que chacun d'entre eux, à sa manière, a réagi à cette épreuve d'une manière qui, pour moi, est une source d'inspiration. Et vous en vouliez de ne pas être près d'eux en ce moment? Oui, énormément. Je me souviens que c'était une des choses qui était vraiment les plus difficiles. C'est vraiment le moment où vous avez un doute sur la justesse de votre démarche. Je sais que j'ai lu pas mal d'auteurs qui étaient très engagés politiquement ou pour une cause, quelle qu'elle soit. La question du conflit entre votre rôle de parent et votre rôle de fiancé du peuple, père de la nation, etc. C'est une question très présente pour tout leader. C'est clair qu'il y a des moments de doute, il y a des moments où on se dit que le prix est peut-être un peu trop lourd. Des instants de regret aussi? Non, je n'irai pas jusque-là. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Je crois que les personnes qui meurent aujourd'hui sont aussi des enfants. Que nous sommes tous des enfants, des parents, des frères, des sœurs, et que chaque vie est importante, et que si j'ai eu le privilège que la mienne ne soit, toute proportion gardée, pas trop souvent mise en danger, j'ai le devoir de m'assurer que dans la mesure de mes faibles possibilités, ce privilège soit étendu au maximum autour de moi. Voilà. Avez-vous eu peur également que les fleurs de votre jardin mourront? On sait que vous aimez si J'ai dû faire mon deuil. J'ai dû faire mon deuil
Parce que, bon, j'ai quand même passé presque un an. Hein. Ouais. C'était pas possible de les entretenir comme d'habitude. Oui, c'est évident. Je trouve que la personne qui l'a fait, Elisabeth, que je salue, l'a fait de manière admirable, compte tenu du fait que c'était pas du tout son rôle à la base. Et ce que j'ai fait, en fait, c'était créer un jardin, ou commencer en tout cas à créer un jardin là où j'étais. Ouais. C'est pareil, j'ai dû faire mon deuil. Je n'allais pas rester en prison rien que pour avoir un joli jardin dans le quartier féminin. Mais voilà, ça c'est pas grave, sincèrement. Et pour sortir, Rodrigue, la prison ne vous a pas poussé à porter des boucles? On ne vous voit pas. Ah, non, ça non. Ça ne changera pas. Vous avez un piercing? Oui, mais je les ai portés pendant très longtemps, non pas dans un avenir prévisible. Je porterai des boucles le jour où nous pourrons fêter la renaissance du Cameroun. D'accord, merci l'impératrice. Merci l'impératrice. Ouais. Merci Delphine Fonko. Ses camarades. Merci. Ah, d'accord. Merci d'être passé par ici. Nous allons un peu prolonger vos préférences et votre vie en prison. Est-ce que, Michel Ndoki, vous avez prêté serment en 2018, tout de suite après, presque moins d'un an après, vous êtes happé dans les conditions qu'on connaît, presque à la frontière du Cameroun. Vous êtes jeté en prison. Vous veniez de lancer votre cabinet d'avocat. Est-ce qu'à ce moment, il n'y a pas de regrets? On se dit, voilà, nous étions sur un porte-avions, on pouvait décoller facilement dans notre carrière. On se retrouve en prison avec des gens d'une autre génération, parce qu'il faut noter que en dehors de Valsero, de Célestin Diamène, parmi les leaders qui avaient été interpellés, on retrouve Alain Foguet, on retrouve Maurice Kamto, on retrouve... Pas beaucoup plus âgé que moi. Hein. Oui, mais un peu plus de 55 ans. Alain Foguet? Oui. Ah bon? En tout cas, on vérifiera. Maurice Kamto, on retrouve le conseiller technique Penday Koka, on retrouve également le président du Aben Zongan. Est-ce qu'à un moment, on ne se demande pas qu'est-ce qu'on fait ici avec les gens de cette génération qui ont déjà réussi leur carrière? Parce qu'ils ont réussi leur carrière quand même. Dans la mesure où, en fait, il y avait les 8 qui étaient à la prison principale, mais vous en aviez quand même quasiment 200 à la prison centrale. Et là-bas, il y avait des Fleurs Mboussi qui doit avoir 15 ans de moins que moi. Il y avait des étudiants, sans compter que le fait d'arriver à la prison centrale vous permet de sortir de votre petit horizon de contestataires politiques. Vous voyez quand même le quartier des jeunes, il y a des centaines d'enfants. Donc il n'y a pas un âge pour arriver en prison. Faut pas, et puis le fait qu'ils aient fait leur carrière, justifie-t-il qu'au moment de profiter justement des fruits de leur travail, ils se retrouvent là? Je ne sais pas comment on se relève. Est-ce qu'on est mieux? Est-ce que c'est plus facile d'être en prison quand on a 66 ans, comme certains d'entre eux, que quand on en a 25? Je ne crois pas, je ne pense pas. Est-ce que je me suis demandé que deviendrait mon cabinet? Oui, pendant quelques jours, quelques semaines, et puis après je me suis dit qu'il deviendrait ce qu'il deviendrait, que je deviendrais ce que je deviendrais. J'étais entourée de personnes dont la vie avait été brisée. J'avais comme voisine de lit une maman de 9 enfants qui a été arrêtée alors qu'elle était enceinte parce qu'elle était venue rendre visite à sa sœur dans une ville camerounaise. Elle vit au Tchad, enfin un village, et qu'un voisin a dit qu'elle faisait de la nourriture à Boko Haram. Elle n'est jamais rentrée chez elle. 5 ans plus tard, le tribunal militaire dit qu'elle n'a rien à se reprocher. Que sont devenus ses enfants pendant les 5 ans qu'elle a passés là? Elle a accouché en prison pendant les 5 ans en question. Quelqu'un d'autre a élevé l'enfant qu'elle a mis au monde. Comment est-ce qu'il va vivre le fait maintenant de retourner avec elle dans son village? On fait comme on peut.